Bonjour à tous. À quel point l'intelligence artificielle est-elle déjà une réalité dans la pratique de la justice? De quelles transformations ces développements seront-ils la source? Doit-on parler d'évolution, de bouleversement ou de choc systémique demain avec l'IA dans la justice? Deux avocats nous parleront de cette réalité en plateau dans le Tech Talk. C'est le sujet à la une aujourd'hui. Et puis on abordera à nouveau cette question de la majorité numérique avec l'opinion de David Lacomblette de la Villa Numéris. On ira aussi en reportage sur demain la 6G. Quelles sont les promesses? Mais d'abord, je vous propose de découvrir un nouveau robot capteur d'émotions. C'est une innovation dans la santé et c'est l'interview dans Smart Tech. Pour aborder ce sujet à la une de Smart Tech aujourd'hui, l'IA et la justice, de quelle transformation parle-t-on et doit-on parler demain? J'ai en plateau le grand plaisir de recevoir Maître Haas. Bonjour. Gérard Haas, bonjour. Avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes qui nous apprend justement à nous projeter sur ces enjeux du numérique. Vous débattrez de la question de l'arrivée de l'IA dans la justice avec Mathieu Quignou qui sera à distance avec nous, avocat en droit du numérique et maître de conférences. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la santé. Aujourd'hui, un salon ouvre ses portes Made in Tech. On va regarder ce qui se passe du côté de l'innovation, bien entendu, avec notre premier invité, Samuel Lerman. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir un nouveau robot, capteur d'émotions, créé donc par 3 élèves de Centrale Supélec, dont vous êtes. Vous êtes, vous, plus précisément, donc ingénieur spécialisé en développement logiciel et interface. Et ce robot, il s'appelle Emobot. Plus qu'un robot qui capte des émotions, c'est un véritable dispositif médical. Alors c'est en cours. Ouais. C'est en cours de certification. C'est ça. Alors je peux peut-être un peu reprendre depuis le début et puis vous alors oui, alors simplement juste pour dire de quoi on parle. Donc dispositif médical demain, capable de détecter et de suivre des troubles neuropsychiatriques comme la dépression ou l'anxiété. Vous étiez présent au CES de Las Vegas cette année. Vous avez obtenu un prix d'ailleurs. C'est ça. La 2e place. Quelle est l'originalité de votre dispositif ? Alors l'originalité, c'est que alors déjà c'est un produit, c'est on va dire le premier produit, vraiment la première technologie qui est développée à destination des personnes âgées pour suivre leurs émotions en continu, de façon à détecter des signes avant-coureurs de dépression et d'anxiété. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie de c'est le premier en France, mais c'est quand même pas le premier dans le monde. C'est le premier en France. Alors vraiment une technologie comme ça qui vient s'installer et puis suivre les émotions en continu, on va dire que c'est vraiment la première dans le monde. On a des concurrents qui sont nord-américains, comme Kintsugi Health ou Ellipsis Health, eux qui font du diagnostic de la dépression, de l'anxiété, avec la voix, des échantillons de voix de 90 secondes de 60 à 90 secondes, de façon à, on va dire, à déterminer un score qui représente la dépression ou l'anxiété. Mais ça, voilà, ça va se faire de manière ponctuelle et ça va être notamment utilisé dans des call centers où les gens appellent pour dire je vais pas très bien, et donc pour faire, on va dire, quelque chose qui s'appelle le triage. C'est l'équivalent, on dirait, d'un tri, on va dire, à l'entrée directement. Voilà, cette personne, elle est peut-être en dépression ou anxieuse, on va la rediriger vers telle personne. Y compris en France, moi j'avais découvert un robot qui prenait des nouvelles, alors c'était aussi un chatbot finalement, qui prenait des nouvelles régulièrement de la personne accompagnée. Ouais. Non, totalement. Alors là, ce qui différencie, c'est quoi? Ce qui différencie, c'est que c'est une analyse qui va être passive, une IA qui analyse automatiquement les émotions à travers les expressions faciales. Donc nous, c'est une IA qu'on a développée en collaboration avec un laboratoire de recherche de Centrale Supélec qui s'appelle EMAC, d'ailleurs, dont le directeur est cofondateur aussi d'Emobot. Et donc eux travaillent depuis 15 ans sur l'IA appliquée à l'analyse d'émotions. Donc nous, voilà, c'est un peu une application. On a développé notre propre intelligence artificielle, entraînée sur des bases de données open source qu'on a agrémentées aussi de nos propres données. Et puis voilà, donc c'est vraiment cette application, on va dire. Donc vous avez travaillé comment, avec qui pour élaborer cette base de données? Alors, pour élaborer cette base de données, donc la base de données est publique. Parce que c'est toute la difficulté, ça, c'est d'avoir suffisamment d'échantillons, je dirais, représentatifs pour que votre algorithme soit pertinent. Tout à fait, mais l'analyse d'émotions, c'est quelque chose en recherche qui se fait depuis très longtemps. On a des bases de données qui sont énormes, qui sont très représentatives aussi d'une population, avec des profils divers, des enfants, des personnes âgées, des personnes d'ethnies différentes, donc qui
des bases de données déjà existantes que nous, en plus, on a agrémentées en faisant des campagnes, on va dire, de recueil de données en allant dans les EHPAD, parce que nous, on vend notre robot, en fait, au groupe d'EHPAD. Donc, le robot est positionné dans la chambre d'une personne. Il analyse en continu son état émotionnel, de façon à détecter en amont des signes avant-coureurs de dépression, d'anxiété, et prévenir le personnel soignant de l'EHPAD, par exemple. Ça veut dire qu'il faut que la personne, le patient qui est suivi, se présente devant la caméra à des heures fixes. Pas forcément. En fait, le robot est positionné dans un coin, par exemple. La personne n'a rien à faire. C'est une analyse qui est passive. Et avec l'angle de vue, en fait, comme il est positionné dans un coin, il a un angle de vue nécessaire pour capter, on va dire, la personne toute la journée quand elle est dans sa chambre. Et donc, on a à peu près 3-4 heures d'acquisition par jour, qui sont en fait des durées d'acquisition significatives pour nos algorithmes, pour permettre à nos algorithmes de détecter ces signes avant-coureurs de dépression. Et c'est uniquement la lecture des émotions sur le visage, ou vous repérez aussi le déplacement, parce que si vous me dites que c'est dans un coin de la pièce, on peut voir aussi la personne qui se lève, la manière dont elle se déplace. Tout à fait. Alors non, pour l'instant, c'est les expressions faciales et la voix. On est en train de mettre ça en place, justement pour avoir une analyse plus profonde et plus profonde de l'état émotionnel. Aussi à savoir... Est-ce qu'il faut qu'elle apprenne de la personne elle-même? Est-ce que c'est un algorithme qui apprend? Alors, c'est un algorithme. On ne va pas dire que c'est un algorithme qui apprend nécessairement, mais on va dire qu'il y a une période de calibration, les premiers jours où l'algorithme, on va dire, va se baser sur les émotions de la personne. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les tendances, comment son état va s'améliorer ou au contraire se dégrader. Et ça, on le fait à partir d'une phase de calibration de quelques jours, et on repère en fait les différences dans les émotions de la personne. Donc il y a une phase d'apprentissage du côté de l'algorithme, du robot. Est-ce qu'il y a aussi donc une phase d'apprentissage pour le patient? Est-ce qu'il doit appréhender d'une certaine façon la présence nouvelle de ce robot? Comment est-ce que vous lui présentez? Alors, d'une certaine façon, nous, on s'était posé la question, mais c'est vrai que l'acceptation s'est fait plutôt naturellement. Nous, on l'a présenté, on allait voir les personnes. En fait, les premiers déploiements qu'on a réalisés, on allait voir les personnes, leur demander évidemment si elles étaient consentantes et qu'elles voulaient bien utiliser le robot. Et au final, dans le temps, on a relancé, on va dire, des campagnes de feedback où on a pu recevoir les feedbacks du fait que ça ne les dérangeait pas. Ces retours alors du terrain? Les retours, c'est que globalement, le robot ne dérange pas. Enfin, les aides-soignants disent ça fait partie des meubles en fait à la fin. C'est là. C'est dans la chambre, on s'y habitue. Ça fait pas forcément peur. Ça fait pas. C'est pas forcément non plus si intriguant que ça, comme on l'aurait pu imaginer. Il n'y a pas d'interaction avec le robot? Il n'y a pas d'interaction à l'heure actuelle. Non. Parce que on connaît le livre de Laurence de Villers qui travaille beaucoup sur ces sujets éthiques autour des robots émotionnels, où il y a le sujet d'être trompé par une machine qui simulerait des émotions. Tout à fait. Là, on n'est pas dans ce type de relation. On n'entretient aucune relation. C'est une caméra de vidéosurveillance, finalement, qui peut sonner l'alerte si elle détecte des signes d'anxiété. C'est ça, on va dire que c'est une caméra intelligente dans ce cas-là qui permet de repérer l'état d'une personne, l'état émotionnel, et puis de lancer des alertes, tout à fait. Mais de façon passive et objective. On essaie d'intégrer le moins de biais possible dans l'analyse, en fait, justement par le fait que, comme vous dites, on peut être trompé, le fait de savoir la présence d'un robot peut nous faire changer notre état ou ce genre de choses. Là, vraiment, l'idée, c'est que ça soit discret et que la personne s'exprime de façon... Et sur ces questions éthiques, je vous ferai réagir aussi, Maître Haas, bien sûr. Comment ça se passe avec tout le personnel soignant ? Comment ça se passe avec tout le personnel soignant? Ils réagissent vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est eux, d'ailleurs, qui utilisent l'outil, en particulier la psychologue et l'animatrice et l'infirmière coordinateur, par exemple. Enfin, en général, dans les EHPAD. Les aides-soignants ont accès à la plateforme pour voir les données en un clin d'œil, voir si telle personne, justement, son état s'est dégradé depuis une semaine. Et puis... Pas trop de fausses alertes? Pas trop, pour l'instant, on n'a pas eu de fausses alertes. Non. On a eu des données corrélées. On a fini nos essais précliniques dans 2 EHPAD du groupe Bridge, en Normandie, où justement on a eu des résultats très corrélés au retour de la psychologue sur l'état des personnes. Et là, vous allez déployer d'autres essais cliniques? On va déployer cette année, ouais. Tout à fait. Là, on va lancer des études cliniques dans le but de devenir dispositif médical à l'horizon 2025. Ça sera une étude clinique qui durera à peu près 9 mois. Et on va la lancer cette année. On va la financer elle sera cofinancée, mais financée en partie par nous-mêmes.
On a un avocat spécialiste en droit du numérique qui se projette dans le futur au quotidien. Une réaction sur ce genre de dispositif? Alors d'abord, oui, merci. D'abord, c'est une démarche qui est faite de manière volontaire. Donc entre le sujet et la caméra et les pads, il y a déjà quelque chose qui est fait de manière volontaire. Deuxièmement, on est sur un détecteur de comportement qui voit des données sensibles. Donc il doit y avoir une mise en conformité qui a dû être faite, des études d'impact qui sont mises en place. On a la problématique de la reconnaissance faciale, parce que finalement, derrière ça, il y a cet enjeu. Et c'est à l'heure actuelle, si vous voulez, sous réserve. C'est-à-dire que les process ne sont pas certifiés, conformes. Donc, il y a des études qui sont faites autour de ça. En revanche, il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir des signaux d'alerte pour les comportements des personnes. Et donc, c'est quand même un plus dans la lutte contre la dépression et pour les personnes âgées. Et là aussi, c'est un vrai phénomène, on le voit surtout au Japon aussi, sont rassurés de savoir qu'en fait, elles peuvent donner alerte et elles auront des réponses. Et est-ce que c'est plus difficile à déployer ce dispositif médical en France, en Europe, qu'ailleurs à l'étranger? Vous étiez au CES de Las Vegas, vous avez vu vos concurrents américains? Oui, oui, tout à fait. Alors oui, c'est plus compliqué d'avoir la conformité européenne, en tout cas sur le plan dispositif médical, que la FDA approval, qu'on compte aussi avoir en 2026. D'accord. C'est ça. Juste après, en fait, c'est plus facile d'avoir la FDA approval si on a déjà en fait une certification, marquage CE, dispositif médical. Donc vous attaquez au plus difficile pour après pouvoir on est déjà essaimer sur le marché mondial. Très bien. Merci beaucoup Samuel Lerman. Vous pourrez vous aussi réagir après la discussion. On va partir sur notre Tech Talk autour de l'IA qui arrive dans la justice. Doit-on parler de révolution en cours, l'intelligence artificielle qui arrive, qui se présente de plus en plus comme un outil pour la décision, l'aide à la décision dans la justice? On en parle avec Maître Haas, avocat, coprésident de l'association des jurisnautes. Et puis par Skype avec nous, Mathieu Quignou, avocat, maître de conférence, chercheur à la chaire UNESCO ITEN, expert aussi de la CEPEJ, du Conseil de l'Europe en matière d'intelligence artificielle. Deux experts donc en plateau pour cette question. Et restez avec nous, Samuel Lerman, directeur produit, et Mobot. Vous pourrez évidemment poser des questions à nos experts. Vous êtes un peu notre public, représentant notre public aujourd'hui. Je voulais vous interpeller déjà sur ce que ça représente pour vous aujourd'hui, de manière globale. Si je vous pose la question, l'intelligence artificielle qui arrive dans la justice, est-ce que vous diriez que c'est une évolution, une transformation ou vraiment un choc systémique? Maître Haas. La question est très intéressante parce que, effectivement, pourquoi la justice ne connaîtrait pas, elle aussi, sa révolution en matière de nouvelles technologies et pourquoi pas ne pas dire bienvenue à l'IA, hein. Elle doit suivre en fait le mouvement et donc il n'y a pas de problème autour de ça. Jusqu'à présent, on sait très bien que tout outil qui se targue d'avoir des algorithmes ne doit permettre qu'une aide à la décision, jamais une prise à la décision. Quand on regarde un petit peu la société, elle a déjà intégré beaucoup de nouvelles technologies. J'allais dire que la plupart du temps, quand vous êtes sur une autoroute, aujourd'hui vous êtes flashé et vous avez tout de suite des contraventions. Donc le système d'une automatisation de sanctions est possible. Donc, et même on peut les contester après, etc. Le problème qu'il y a, c'est que, en fait, en matière de justice, et c'est l'avocat qui parle, chaque cas est particulier. Derrière une décision, il y a une histoire de vie. Il y a des humains qui sont derrière avec des problèmes et il y a un litige. Et je ne pense pas qu'on peut mettre des process autour de ça. Le problème, il est que l'IA va pouvoir nous aider à comprendre, à comparer. Donc il y aura avant... Ça peut être un très bon outil. Lorsque l'on est face à des textes, pour pouvoir, si vous voulez, les scanner et sortir les grands résumés, etc., on va gagner beaucoup de temps. Et il existe à l'heure actuelle, IA Avocat, par exemple, il y a pas mal de solutions. Mais à un moment donné,
l'explication et puis le discernement. Parce que, en fait, là aussi, il y a un autre problème. C'est que l'IA, elle n'a pas d'émotion. L'IA, c'est des lignes de code et simplement, elle traduit une situation par rapport au passé. Or, en fait, lorsque l'on est face à une situation juridique, c'est le présent qui va être jugé avec des cas où il faudra discerner. Et donc, il faut, à ce moment-là, qu'il y ait l'humain. Je voudrais vous raconter juste une chose. En 1985... Alors, rapidement. En 1985, il y a une BD qui sort, qui s'appelle SOS Bonheur. SOS Bonheur, c'est Black Mirror, si vous voulez, en bande dessinée. Ouais. Et à un moment donné, il y a une des histoires où, en fait, il y a des robots qui jugent. Et en fait, à un moment donné, le robot juge une voiture mal garée et le condamne à la peine de mort. Et là, il y a une révolution parce que les gens... à ce moment-là, vont contester toutes les décisions parce qu'elle est débile. Cette décision est débile. Et donc, vous voyez, c'est un peu tous ces problèmes qu'il y a derrière ça. Et donc, quand on parle de biais, quand on parle de bruit, aujourd'hui, il n'y a pas la fiabilité qui permettrait d'avoir une justice avec de l'IA. En revanche, qu'elle l'utilise pour pouvoir, si vous voulez, comparer, synthétiser, etc., pourquoi pas ? On va demander son avis à Mathieu Quignou tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous parleriez de quel type de révolution avec l'arrivée de l'IA dans la justice ? Je pense que c'est déjà un processus qui préexiste depuis un certain nombre d'années. Effectivement, on voit apparaître ChatGPT et des outils qui sont plus grand public et qui présentent vraiment d'importantes performances, mais c'est déjà des questions qui se posent dans le domaine judiciaire depuis de nombreuses années. Notamment, par exemple, le Conseil de l'Europe, avec la CEPEJ, avait fait une charte en matière d'IA judiciaire en 2018. Donc, on voit que c'est un problème qui, déjà, a un certain temps. On va dire que ça dépend aussi du type d'IA. Il y a des IA symboliques, des systèmes experts qui fonctionnent dans le domaine judiciaire, par exemple, pour la création de contrats, la création de statuts, qui fonctionnent assez bien et qui sont conçus, en fait, par des êtres humains. Donc, c'est des IA déterministes. Et pour celles-là, il n'y a pas vraiment... Alors, les enjeux, on va dire, sont sectoriels. Ils vont avoir des incidences sur les modalités de travail des professionnels du droit, mais ils sont moins impactants, si on peut dire, en matière de droits fondamentaux. Pour ce qui relève ensuite de l'IA plutôt connexionniste, donc des modèles un peu comme ceux de ChatGPT ou autres, la question se pose au niveau de l'explicabilité. Et aussi, ça se pose en fonction du secteur. Et on voit que l'Union européenne a différencié en fonction du risque sectoriel. Et la justice est vécue comme un secteur à haut risque, avec justement des obligations assez importantes en termes de mise en conformité. Je pense qu'un des grands enjeux en matière d'IA, ça va être la mise en conformité des entreprises et de leurs dispositifs par rapport à différents secteurs, ceux à haut risque et les autres. Et donc, en matière judiciaire, on a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la mesure où ça a de vraies incidences en fait, sur la population. Et on a des cas aux États-Unis assez tragiques, l'utilisation de l'IA. Il y a par exemple l'outil Compass qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis il y a quelques années, qui a été arrêté en cours de route, qui était un outil qui permettait d'identifier les risques de récidive en fonction de la population, enfin, des profilés, et donc un outil d'aide à la décision pour les juges. Et cet outil a été vraiment critiqué parce qu'il amplifiait des discriminations souvent préexistantes, mais qui étaient parfois quand même un peu lissées, appréhendées par le juge de manière plus fine et contextualisée. Et là, on avait vraiment en fait un outil à discrimination automatisé. Et ça peut être catastrophique. Donc la question de l'explicabilité et des biais est centrale dans ce domaine. Oui, c'est-à-dire que même sur la partie aide à la décision en amont, c'est pas quelque chose de complètement transparent. Il faut vraiment y regarder de près sur ce sujet d'aide à la décision, parce que même si c'est pas la machine qui prend la décision, l'homme va être influencé par ce que présente l'algorithme. Oui, donc toute l'Europe là, elle travaille autour de solutions. Il y a plus de 26 recommandations qui ont été mises en place, la redevabilité, l'explicabilité. La charte éthique d'utilisation de l'IA dans la justice. Oui, mais on est toujours dans l'éthique. Et il y a beaucoup de gens, notamment Éric Sadin, qui dit attention, on met trop d'éthique. La question, c'est est-ce qu'on doit l'utiliser, le système ? Le système, est-ce qu'il doit être... Par exemple, c'est assez marrant qu'on parle de justice et d'IA, on ne parle pas d'exécutif et d'IA, et de législatif et de l'IA. C'est quand même le troisième pouvoir, et on voudrait quand même... Là, on veut l'introduire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans les décisions, je ne parle pas de la préparation aux
aux décisions de justice. On voit très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait utiliser de l'IA pour les licenciements conventionnels et pour les pensions alimentaires. Là, il y aurait des possibilités, on peut avoir des process. On pourrait aussi avoir, en matière, comme ça a été dit, de conformité, faire une checklist et voir les points qui sont en conformité, et c'est en train de travailler, et ça sera utilisé. En revanche, le droit, lorsque l'on est dans le jugement, on est dans le bénéfice du doute. Le droit, c'est quand même, et la justice, c'est il vaut mieux avoir un coupable, un innocent, un coupable qui est libéré, qui n'est pas condamné. Vous ne trompez pas. Hein. Oui, non, j'essaie. Si vous voulez, le doute bénéficie à toute personne, et l'IA ne connaît pas le doute. C'est oui ou non. Et donc ça, c'est aussi un vrai souci. Voilà, c'est... Oui, l'intervention. Oui, moi je voulais réagir justement par rapport à l'explicabilité et puis prendre un peu notre exemple aussi. Parce qu'avec Emobot, juste pour remettre dans le contexte, vous utilisez de l'intelligence artificielle pour faire de la détection d'émotions dans un cadre de santé. Et nos concurrents nord-américains, en fait, eux, ont cette IA qui est vraiment un peu une boîte noire, en fait. Littéralement, ça prend en entrée des échantillons de voix, ça sort des scores de dépression, d'anxiété, des notes, on va dire, entre 0 et 100, quoi. Oui. Et on n'a pas justement cette explicabilité. Et c'est quelque chose qui est demandé par les médecins, notamment les psychiatres, comment on peut représenter... moi je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi la machine me sort ce score-là, pourquoi on nous dit ça. Nous, on représente les émotions à travers des espaces un peu latents, des cartes qui représentent les émotions. Et c'est quelque chose qui est demandé. Du coup, je voulais en revenir au droit. Est-ce que ça passerait pas par une mesure de l'explicabilité? Est-ce qu'il ne faudrait pas... On va poser la question, votre question, vous allez la poser à Mathieu Quignou, comme ça va permettre de réagir là-dessus. Donc... Oui, je disais, est-ce que un changement, on va dire, dans l'utilisation de l'IA pour les entreprises, ça passerait pas par une réglementation au niveau de l'explicabilité? Après, évidemment, c'est très vaste ce que je dis, mais une mesure de l'explicabilité de l'intelligence artificielle utilisée. À quel point je peux comprendre ce que l'IA me dit à travers toutes ces étapes du traitement, en fait. Maître Quignou, vous travaillez sur ce sujet, j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai travaillé justement à la question de la mise en place de standards techniques pour essayer d'analyser ça à partir de principes fondamentaux. Et donc, c'est une vraie question, mais c'est vrai que déjà, avoir accès au code source, c'est un peu un préalable quand même, à mon sens. Et par ailleurs, si on n'a pas accès au code source, s'il nous manque des informations parce que finalement la structure ne souhaite pas se faire labelliser ou qu'il n'y a pas de process de structure qui est mis en place, on peut quand même mettre en place des dispositifs un petit peu au niveau de l'interface, voir déjà si l'utilisateur est bien informé de ce qu'il fait, du type d'information qu'il va recevoir en sortie, d'un pourcentage aussi finalement d'incertitude par rapport à l'outil, et par ailleurs faire aussi de l'A/B testing qui est pratiqué dans d'autres secteurs pour voir finalement quand on change un petit paramètre ou quand on change par exemple un mot si on est face à un chat, ce que ça va faire évoluer. Et à partir de ça, on peut faire des comparaisons pour comprendre finalement comment marche le dispositif. Par exemple, si on utilise Midjourney pour faire des images, on va s'apercevoir que si on écrit notre texte en français, on va avoir beaucoup plus de tours Eiffel et de baguettes que si on écrit le même texte en anglais. Et donc, on comprend bien que finalement, la base de données qui va être appelée est une base de données avec des textes qui ont été annotés en langage français. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui permettent aussi de comprendre l'outil, mais c'est vrai qu'il y a finalement quelque chose qui a été conçu en amont pour être applicable et vraiment préférable. Et dans des secteurs à risque, c'est un prérequis à mon sens, et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. En tout cas, oui, j'espère qu'on se dirige vers ça en Europe. Quels sont, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la justice, il y a beaucoup d'étapes, où est-ce que l'IA peut être pertinente, au-delà de juste aller éplucher des dossiers? Alors déjà, dans le problème du personnel judiciaire, les greffiers. Donc effectivement, quand on voit un outil tel que ChatGPT, qui, lorsque l'on est sur Teams, peut en fait faire des comptes rendus,
et les faire très bien. On peut se poser la question de savoir si demain des greffiers ne pourraient pas être remplacés par en fait une intelligence artificielle qui pourrait faire des comptes rendus d'audition. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faudra peut-être quand même garder le greffier pour vérifier ou travailler à d'autres tâches à partir de ce compte rendu. Voilà, donc là, il y a déjà un premier point. Il y a aussi tout ce qui est des vérifications. Mais je pense que également, ces outils peuvent être utilisés dans les enquêtes. Et on va de plus en plus les utiliser pour détecter. On le voit par exemple avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Il y a des autorisations qui ont été mises en place pour pouvoir surveiller les foules, pour pouvoir surveiller les personnes qui auraient des comportements. Alors on n'est pas loin de l'émotion, là, des comportements qui seraient à risque, etc. Et donc on voit qu'il y a toute une série d'outils. Donc de plus en plus, l'IA va être, si vous voulez, utilisée et fait que l'on rentre dans une société de surveillance. En fait, elle est là, on rentre dans cette société de surveillance et elle va être utilisée aussi par la justice qui va bien entendu piocher là-dedans les éléments les plus importants. Ensuite, les éléments d'enquête fournis par la IA, police, en fait. La police, les IA, elles devront être certifiées et à partir de ce moment-là, seuls les avocats pourront arriver à les contester. Et donc, on voit aussi qu'il va y avoir derrière un travail et ça veut dire que nous devons augmenter nos formations pour devenir de plus en plus très techniques et comprendre un petit peu ces fameuses boîtes noires, puisque derrière ça, il y aura ces fameux biais et on va demander une explicabilité. Donc ça, c'est aussi un point important et on pourra contester. Donc il y a vraiment, c'est très intéressant, on est en pleine. Alors là-dessus, il y a une vraie, j'allais dire, révolution. Parce que nos métiers sont en train de complètement changer et on doit aussi les intégrer pour pouvoir mieux défendre. Parce que si on les ignore, on va avoir après de vrais problèmes. Donc on le voit aujourd'hui. Est-ce que vous commencez à l'utiliser, par exemple, l'IA, vous, dans votre quotidien d'avocat ? Absolument, on l'utilise. On l'utilise dans d'abord le machine learning. On a aussi pour les modélisations. Et puis effectivement, comme beaucoup, on a avec ChatGPT en train de tester en fait cet outil, notamment pour les comptes rendus qui sont très importants. Et puis dans certains types de recherche, parce que finalement, on a, si vous voulez, un outil qui est allé scruter l'ensemble des moteurs de recherche et vous donne une synthèse. Donc pourquoi poser des questions quand vous pouvez avoir des réponses avec bien entendu l'œil de l'expert qui va vous permettre de vérifier. Je pense qu'on doit vérifier un petit peu les informations qui nous sont données, mais ça nous fait gagner énormément de temps. Et puis aussi, l'IA s'invite dans la justice, c'est-à-dire qu'elle transforme certaines décisions qui peuvent être prises. Je pense, on parle de ChatGPT, je pense aux nouvelles questions que ça pose sur le droit d'auteur, sur la création. C'est un sujet aussi que vous travaillez beaucoup, Mathieu Quignou, ça. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des vrais enjeux, par exemple, en matière d'œuvres d'art. On va avoir en fait des bases de données qui sont utilisées avec du contenu qui est souvent protégé par les droits de propriété intellectuelle. Et finalement, l'IA va s'entraîner sur ces bases de données-là pour proposer des contenus en sortie. Alors, ces modèles-là, en fait, sont rendus possibles aussi par un certain nombre aussi de règles. Par exemple, en droit européen, il y a une directive de 2019 qui va permettre en fait la fouille de données et de contenus protégés par le droit de propriété intellectuelle, donc et leur reproduction. Donc ça permet en fait de faire ça alors que normalement le droit de propriété intellectuelle interdit ça. Mais on s'aperçoit finalement qu'il y a une modification qui est faite de l'image au moment de son traitement, et donc dans une certaine mesure, on peut quand même, au-delà même de la faculté de s'opposer en fait expressément à l'utilisation de notre œuvre, on va avoir la possibilité quand même de considérer qu'il y a une atteinte au droit moral par rapport à cette œuvre composite, qui d'ailleurs n'est peut-être même pas une œuvre dans la mesure où elle a été créée par un outil et non pas par un être humain avec sa sensibilité, avec son style. Voilà. Et donc, effectivement, la question de l'empreinte de la personnalité devient absolument centrale et ça repositionne même la fonction de l'art dans la société, au-delà de la notion de l'esthétique. Voilà. Donc, on voit peut-être apparaître une nouvelle conception de l'art qui est un peu imposée par ces nouveaux outils, et la destruction aussi de nombreux emplois, notamment, en tout cas la modification et leur évolution, notamment dans le design, dans l'illustration. Et vous, Maître Quignou, vous l'utilisez, l'intelligence artificielle, déjà, dans votre métier d'avocat ? Alors, l'intelligence artificielle symbolique, oui, j'en fais, bien sûr, et je structure des outils autour de ça pour finalement automatiser des tâches. Et après, l'intelligence artificielle connexionniste,
J'en utilise comme tout le monde, hein. J'utilise Google. Pour les moteurs de recherche, ça me convient. Par contre, pour ChatGPT, je l'ai testé à plusieurs reprises et par exemple, quand on demande un article spécifique dans un code de loi français, ça ne sort pas le bon article. En fait, ça réécrit en fait quelque chose. Donc, on va avoir en fait des mots qui sont probables. Ça donne l'impression d'avoir quelque chose de très très satisfaisant, mais en réalité, c'est falsificateur et ça peut être trompeur. C'est très délicat. On peut demander aussi, par exemple, une citation de Robert Badinter. On va avoir quelque chose qui tourne autour de la peine de mort et qui est présenté comme une vraie citation, mais en réalité, ça n'en est pas une. Et là, pour le coup, la question de l'explicabilité, même de la source de l'information éventuelle, est très problématique. Parce que son job, c'est pas d'être moteur de recherche. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi former les professions de la justice à bien utiliser le bon outil d'intelligence artificielle en fonction de vos besoins. On arrive au moment de la conclusion. Peut-être juste un mot ou une question si vous voulez. Sinon, je laisse Maître Haas conclure. Vous pouvez laisser Maître Haas conclure. Le débat, il est très intéressant de dire qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle. Donc la justice, elle est comme dans la société, elle est prise par une vague et en fait, elle doit être, si vous voulez, surfer sur cette vague. Donc on ne peut pas l'ignorer. On doit bien la comprendre et on doit toujours vérifier. Donc là on a les éléments, mais là, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des métiers qui vont un peu, si vous voulez, être mis en danger dans tout ce qui est les Est-ce que nous, citoyens, on doit s'inquiéter de l'arrivée de cette IA dans la justice ? On doit être vigilant. On doit être vigilant, mais maintenant on reproche aussi à la justice d'être extrêmement lente. Et donc si l'on peut gagner en temps, ça sera un point qui est important. Mais je pense que quand même, derrière les technologies, il y a l'humain, et l'humain doit être au centre de la justice. C'est le premier point le plus important. Et donc il nous faut évidemment une IA qui soit transparente, explicable, et qui puisse nous donner, en fait, nous rassurer. Qui reste à sa place aussi. Merci beaucoup. Merci à Maître Quignou, avocat en droit du numérique, maître de conférence. Merci à Maître Haas, avocat et coprésident de l'association des jurisnautes, et à Samuel Lerman d'Emobot qui est venu nous présenter les avancées en France en matière de robotique émotionnelle. Merci beaucoup. Juste après une petite pause et on se retrouve à parler de la majorité numérique. Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, l'innovation et cette société qui change. On en parle régulièrement avec David Lacomblède, notre invité pour ce regard sur le numérique, un regard humain toujours. David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Je précise que Gérard Haas est resté avec nous en plateau, maître Haas, avocat et président des jurisnautes. On va parler de cette majorité numérique. Donc pour lutter contre la haine en ligne, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à instaurer cette majorité numérique à 15 ans. Celle-ci n'a pas été encore validée parce que le Sénat doit encore passer par là. Mais David Lacomblède, qu'est-ce que ça veut dire selon vous déjà une majorité numérique ? Alors protéger, c'est vraiment l'ambition de ce texte que de protéger les publics les plus fragiles, les adolescents et surtout les préadolescents. Alors le problème, c'est qu'il y a déjà une majorité numérique qui existe, qui est d'ailleurs de 15 ans. Elle a été instaurée en 2018 avec absolument aucun effet, en particulier sur les réseaux sociaux. S'y inscrire est un jeu d'enfant, si je puis dire. Il suffit d'aller sur la page d'inscription. Les conditions générales d'utilisation des plateformes indiquent qu'il faut avoir plus de 13 ans. Vous cochez la case, la main sur le cœur, vous dites que vous avez plus de 13 ans et l'affaire est jouée. Et donc, effectivement, le but du législateur est d'obliger les réseaux sociaux, les plateformes, les messageries instantanées également, de demander soit une pièce d'identité à ceux qui se connectent, on voit bien la limite que cela pourrait produire, ou de recourir à la biométrie faciale, par exemple, pour se faire une idée approximative, certes, de l'âge que pourrait avoir la personne devant sa caméra. Ce qui aurait d'ailleurs un intérêt aussi pour limiter l'accès aux sites pornographiques, puisque je vous le rappelle, ils sont interdits aux moins de 18 ans, et que là, absolument aucune injonction, proposition de loi, projet, ou même mise en demeure de l'ARCOM, l'ex
CSA n'y fait. Ça reste une entrée libre. Ça va changer, ça y paraît, David Lacomblaine. Et effectivement, la biométrie faciale poserait d'autres questions, notamment en matière de liberté individuelle, même si la CNIL a plutôt pas refermé la porte en l'état. Mais pourquoi aller autoriser sur des enfants demain des choses dont on voit bien que les adultes, globalement, les refusent. J'ajouterai également que le texte prévoit qu'on puisse demander l'accord des parents, notamment pour des plateformes qui visent des plus jeunes, entre 13 et 15 ans. Et les parents peuvent même demander la suppression des comptes de leurs enfants. Exactement. Termine ta soupe, sinon plus de compte TikTok, fais tes devoirs, fini Instagram sans ça. Ambiance familiale garantie dans les foyers français. Je rappelle la réalité. 9 enfants sur 10 âgés de moins de 12 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Et vous en ajoutez un à chaque anniversaire pour faire simple. Les applications, c'est celles que vous utilisez. YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, Messenger, puisqu'il s'agit aussi des messageries privées comme des réseaux sociaux, et on aurait pu ajouter Discord, et sans parler des jeux vidéo, Fortnite ou votre préféré Delphine, Animal Crossing. Pourquoi vous qualifiez ce projet d'hypocrite, David ? Parce que ça me semble illusoire d'imaginer un instant qu'on pourrait empêcher des enfants d'aller sur Internet, dès lors que leurs parents les encouragent, voire les accompagnent, avec des motifs vraiment très louables. Garder le contact, faire en sorte que son enfant ne soit pas exclu de ses communautés d'amis, faire en sorte qu'il ne soit pas en décrochage technologique. Et pour garder le contact, rien de mieux qu'un téléphone. D'ailleurs, c'est devenu le cadeau rituel d'entrée au collège, le moment où, quand on est enfant, on commence à aller seul à l'école. Et là aussi, il faut voir que 9 enfants sur 10 âgés de moins de 12 ans ont un smartphone. C'est rassurant pour les parents, mais pour les enfants, c'est quand même une fenêtre ouverte sur le merveilleux monde du numérique et aussi peut-être parfois sur ce qu'il peut avoir de moins beau. Et regardez, un pas au-delà, c'est qu'aujourd'hui, les parents accompagnent leurs enfants dans leurs premiers pas sur Internet. C'est-à-dire que l'ouverture d'un compte sur un réseau social se fait sur la foi d'un mensonge familial qui dit qu'on a plus de 13 ans. Or, demain, on imagine bien que des parents mettront leur bobine à la place de leurs enfants, ne serait-ce que pour leur permettre d'y accéder. Il faut voir aussi qu'en matière de contrôle parental, il y a eu beaucoup d'essais sur Internet, maintenant sur les mobiles, et qu'en général, les parents confient le soin d'installer le logiciel de contrôle parental à leurs enfants. Donc vous voyez bien que c'est une autoroute ouverte à aller sur Internet, et c'est en ça qu'effectivement ce projet est certainement une bonne intention, mais que toute déconnexion est malheureusement impossible. Mais alors quoi ? Le laisser faire ? Non, bien sûr que non. Il faut accompagner les enfants et responsabiliser les parents. Et d'ailleurs s'inspirer aussi des enfants qui gèrent plutôt bien leur privacy, la manière dont ils gèrent leurs données. Alors souvent en vase clos, d'ailleurs c'est un des soucis des haines qui se développent dans des messageries privées. Et mieux vaut valoriser que rassurer, me semble-t-il. Certes, les risques sont importants en termes de mémorisation, en termes de concentration, avec des risques psychologiques, avec des risques physiques également, à un moment où les corps et les cerveaux sont en construction. Néanmoins, on voit bien qu'enchaîner les lois, les chartes, souvenez-vous que le président de la République a accueilli les principaux patrons de plateformes le 1er novembre dernier pour signer une charte et un engagement sur ça, revient finalement à une sorte d'aveu d'échec et un encouragement à continuer. Donc responsabiliser, charge aux citoyens de prendre leur destin numérique en main, d'informer, de former, d'expliquer encore et encore. Oh, ça fait quand même un nouvel outil pour les avocats peut-être ? Oui, ça fait un nouvel outil parce que derrière ça, il y a la question de l'abaissement de la majorité. Dans le numérique, c'est 15 ans. Donc là, c'est aussi intéressant. Et comment pénalement ça va être traduit ? Quelles sont les conséquences en matière de cybercriminalité ? Que se passe ? Donc il y a toute une série de questions. Et donc Maître Haas, vous reviendrez pour aborder toutes ces questions dans Smart Tech, bien sûr. Merci beaucoup David Lacomblaise de la Villa Numériste. C'est le moment de notre reportage sur demain. Où va-t-on demain avec la 6G ?
c'est un reportage que nous avons tourné au Mobile World Congress de cette année 2023 à Barcelone. Je ne vous l'avais pas encore diffusé parce qu'il nous projette vraiment dans le futur. On a vu quelques démonstrations de ce qu'on pourra faire peut-être demain avec des réseaux 6G. Alors ici, on est chez Ericsson, dans une salle qui est plus particulièrement dédiée au futur. On essaye d'imaginer quels seront ces usages demain avec la 6G et notamment l'arrivée d'objets connectés partout, y compris sur nous, intégrés dans des textiles comme ici. Qu'est-ce que ça va changer la 6G, Corinne Muller ? Eh bien, ce que ça va changer, c'est que ça va permettre des nouveaux usages qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc la 6G, on la prévoit pour 2030. Donc on travaille en ce moment, par exemple, avec le MIT en collaboration pour imaginer les textiles du futur qui vont intégrer des petits fils, comme dans ce vêtement, qu'on ne verra pas, qu'on ne sentira pas, et qui pour autant pourront capter l'énergie ambiante autour de nous, de façon à pouvoir générer suffisamment d'énergie, on va dire, pour envoyer des informations. Parce que là, oui, alors on voit la puce est bien visible sur le vêtement. Là, on a un plan grossi de sa structure. Mais les fils qui permettent de capter l'information partout dans le vêtement, eux, sont totalement invisibles, insensibles. Et ça, c'est vraiment la techno du futur. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça reste des fils... C'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, ici, on voit quand même les capteurs. Ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle version qu'on développe avec l'aide du MIT, les capteurs, vous ne les voyez plus. Et le gros intérêt pour nous, c'est que vous n'avez plus besoin de batterie. Alors oui, alors ça, c'est l'autre chose incroyable. C'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est pas besoin de recharger, de changer sa batterie. Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne tout simplement. Ça fonctionnera, exactement. Ça fonctionnera en récupérant l'énergie ambiante. Donc, ça peut être de l'énergie, par exemple, qui viendrait de panneaux solaires et on génère 1 watt. De l'énergie qui viendrait des vibrations du train si vous êtes situé dans un train et que vous êtes en train de voyager. Donc, on va récupérer là 100 milliwatts, etc. Donc, y compris jusqu'aux petites ondes qui nous entourent là, de radio qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais qui sont pour autant autour de nous. Et qui permettront de recharger ces produits et de transmettre des informations qui peuvent être utiles demain. Pourquoi ? Quel type d'usage ? Tout type d'usage, ça peut être de la santé, ça peut être tout type d'usage, absolument. Merci beaucoup, Corinne Muller. Merci. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup, Maître As, d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avocat coprésident, je le rappelle, de l'association Les Jurisnautes. Merci beaucoup, David Lacomblette, de partager avec nous vos opinions. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. On se retrouve évidemment demain. Les discussions sur la tech, ça continue sur la chaîne Smart Tech, mais aussi en podcast et en replay.